Quels sont les beaux quartiers de Bruxelles? Comment les identifier? Telle est la première question que je souhaite aborder au cours de cet exposé. La deuxième démarche sera relative à leur composition sociale et elle sera appliquée au quartier du Sablon. Sans doute plus d'un visiteur de la capitale des Pays-Bas autrichiens, en la seconde moitié du siècle des Lumières, s'est-il demandé où porter ses pas pour satisfaire sa curiosité dans la vie de la ville. Ce voyageur aura probablement cherché la réponse, entre autres, dans un guide, une description de la ville, ou même en déchiffrant un plan de la cité. Pour répondre à l'attente des lecteurs, chacune de ces sources, évidemment, présente des spécificités liées à la nature de l'ouvrage, au public visé et à l'auteur. L'un s'attarde à l'aspect architectural, l'autre consacre beaucoup d'attention aux peintures et sculptures. La plupart s'accordent à relever, avec une sélectivité plus ou moins grande, les demeures patriciennes qui ornent la ville. Et ce sera notre premier critère. Ainsi, dans son plan de Bruxelles daté de 1712, Eugène-Henri Frix se limite à 12 hôtels, qu'il représente d'ailleurs en élévation. La Beyman, en 1785, se borne aux principaux hôtels patriciens. Il s'arrête au nombre de 25. Quelques années plus tôt, le plan manuscrit de Bruxelles dû à l'ingénieur militaire Vautier distingue, je reprends sa dénomination, 39 hôtels et grandes maisons. Enfin, un autre type de source, le dénombrement de 1767, relatif aux gardes bourgeoises, fournit un résultat voisin. Le nombre de demeures qualifiées d'hôtels de maître y est de 44. Quel que soit le nombre retenu, disons une quarantaine, la concentration de ces immeubles s'opère dans quelques sections de la capitale. Une douzaine de sections sur 40. Une constante s'impose à l'évidence, la nette suprématie de la section 5, dite du Sablon, ici teintée de vert. En 1767, elle accueille 16 hôtels de maître, soit 39% du total de ceux-ci. Le quartier doit son nom à la place qui en forme le cœur. Avant la construction de la place royale, le Grand Sablon sert de place d'armes à la capitale des Pays-Bas. Et les troupes de la garnison s'y rassemblent tous les jours, je cite, pour la parade en relevant la garde. La densité des hôtels est nettement moindre, 7 à 10% au lieu de 39% dans les sections 1, 4 et 30. Section 4, section 1, section 30. Section 1, 4, 30, les seules qui sont présentes comme la section du Sablon dans les différents dénombrements ou classements que j'ai évoqués. Le quartier de la Cour, la section 1, et le marché aux bois, section 30, soit les environs de la collégiale Sainte-Gudule et de la chancellerie de Brabant, abritent de nombreuses demeures de la noblesse, mais peu d'hôtels de maître. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas nécessairement vocation à héberger des familles nobles. En 1767, celle-ci n'occupe que 18 immeubles qualifiés tels, soit un peu moins d'un sur deux. 5 abritent des titulaires de professions libérales ou des hauts fonctionnaires, mais 3 sont livrés à des artisans ou commerçants. 4 enfin accueillent différentes personnes de qualité modeste. Peut-être cumulent-elles leur profession déclarée avec celle de concierge ou de gardien de l'hôtel en question. Enfin, 2 de ces immeubles sont déclarés divisés en quartiers, c'est-à-dire qu'ils sont loués par appartement. Enfin, 9 sont apparemment inoccupés, peut-être temporairement, inoccupés lors du passage des enquêteurs, mais l'enquête a lieu en mai, et certains maîtres, c'est une hypothèse, ont pu déjà gagner leur maison de campagne. Pour isoler les beaux quartiers, un deuxième critère repose sur l'exploitation d'une publication officielle, le calendrier de la Cour. Ce calendrier de la Cour fournit chaque année la liste des grands commis de l'État, des membres du Conseil de Brabant, du magistrat de Bruxelles, des représentants diplomatiques en poste à Bruxelles et des académiciens avec leurs adresses respectives. Sur la foi du volume relatif à l'année 1785, la concentration des élites urbaines se ramène à 5 sections. On retrouve les 4 que nous avons déjà vues, mais une nouvelle section s'ajoute, peu prisée toutefois par la noblesse, la section 28, la section dite du Fossé aux loups,
qui est d'urbanisation relativement récente par rapport au reste de la ville, puisqu'elle date du XVIIe siècle seulement. Mais il faut signaler que dans les années 1770 s'y est ouverte une nouvelle place, la place Saint-Michel. Lieu de résidence d'une bonne part des élites, le quartier du Sablon mérite sans doute un examen plus approfondi de la composition socio-professionnelle de sa population. Ce quartier se compose de 25 places, rues, ruelles, impasses inégalement bâties. Au total, 413 maisons sont dénombrées en 1783. Les axes les plus longs et les plus riches en construction sont la rue Hollein, en rouge, la rue des Minimes, en bleu, le Grand et le Petit Sablon, jaune ocre, la rue des 7 Étoiles, en vert. Et sur ces artères se greffent de courtes ramifications, comptant 10 à 15 maisons, voire même parfois beaucoup moins. En 1755, la population du quartier est évaluée à 3055 habitants des deux sexes, soit à peu près 5% de la population de la ville. En 1983, l'effectif a diminué de 41 unités, mais cette population ne correspond plus qu'à 4% de la population urbaine, donc une perte de 1%, qui est due à la légère régression qu'on a constatée, mais surtout essentiellement en raison de l'augmentation constatée dans les autres sections de la cité. Donc c'est un quartier où la population régresse légèrement ou est stable, si l'on veut. Cette section est-elle exclusivement composée de personnes de haute condition, entourées de leur domesticité, ou au contraire, en dépit d'une émergence indiscutable, une certaine mixité sociale est-elle de règle? Quelques dénombrements de population peuvent contribuer à éclairer la question. En janvier 1755, les habitants des quartiers de Bruxelles, tout comme toute la population du duché d'ailleurs, ces habitants font l'objet d'une enquête menée par les États de Brabant. Recensement ou dénombrement plus exactement de population, mais quoique non officiellement déclaré, le but est bien fiscal et il est ressenti comme tel par les administrés. 12 ans plus tard, le territoire de la capitale est à nouveau l'objet d'un dénombrement par les centeniers, les responsables de quartier, et l'enquête, je l'ai évoqué tantôt, porte sur la participation aux gardes bourgeoises ou le rachat éventuel de l'obligation. Les chefs de ménage, y compris les privilégiés, les veuves et les autres femmes, sont enregistrés avec indication de leur activité professionnelle. Mais les pauvres logés dans les impasses sont souvent omis. En effet, pas la peine de relever leur identité, ils ne sont pas en état de payer la taxe qui les dispenserait du service. Les résultats sont donc plus sujets à caution. Et ce qu'on peut retenir de ce dénombrement, c'est qu'il offre un relevé plausible des maisons, mais que la liste des ménages est manifestement incomplète. Enfin, un dernier relevé, le relevé de la population bruxelloise effectué rue par rue en 1783, offre sans doute le meilleur élément de réponse. Le nombre d'occupants de chaque maison est réparti dans une des 8 catégories préalablement établies. Certaines offrent malheureusement des contours flous. Ainsi, la première classe groupe, je cite, les personnes de distinction ou titrées, les personnes en charge, c'est-à-dire celles qui possèdent des emplois de considération, les rentiers, les négociants ou marchands en gros, et les employés, c'est-à-dire des officiaux et autres qui possèdent des emplois subalternes. Voilà pour la première classe. La deuxième catégorie rassemble les ecclésiastiques, séculiers et réguliers, les religieux et béguines. Vient ensuite le tour des non-adultes, soit les enfants de moins de 12 ans, puis des marchands et artisans, des ouvriers, des domestiques, des mendiants des deux sexes et enfin des gens de passage, y compris les militaires. Dans le quartier du Sablon, la ventilation entre les différents groupes ne diffère pas fondamentalement de la répartition constatée pour l'ensemble de la ville. Tous les statuts sont représentés, du riche au pauvre, mais la différence se situe au niveau du degré de présence. Les rentiers et assimilés et les domestiques sont, comme on pouvait s'y attendre, proportionnellement légèrement plus nombreux, tout comme les mendiants. En revanche, la représentation des autres groupes est légèrement moins affirmée.
La mixité socio-professionnelle du quartier est globalement bien établie. Mais comment se traduit-elle dans le maillage des places, rues et impasses? L'examen des dénombrements de 1755 et 1783 apporte des réponses, au prix évidemment de quelques difficultés et d'approximations. Le graphique que vous voyez ici, je ne m'y attacherai pas longuement, met bien en évidence la mixité des professions et conditions et leur importance proportionnelle au sein des différentes artères du quartier, comme en témoigne le panachage des couleurs, et c'est ce que je vous invite à retenir de ce graphique, le panachage des couleurs, la variété. Vous voyez que pratiquement dans toutes les rues, la plupart, ou 3 ou 4 catégories de la population en tout cas, sont représentées. Les principaux points d'établissement des gens de condition et des grands commis n'ont pas varié de 1755 à 1783. Ils correspondent à la rue aux Laines, en rouge, avec ses nombreux hôtels de maîtres, et au Sablon. Il n'est donc pas surprenant de rencontrer également ces endroits les plus fortes concentrations de domestiques et autres gens de service, au profit des nobles occupants. Gens de service allant de l'intendant au cuisinier ou du cocher au fendeur de bois. Ce groupe de serviteurs est presque exclusivement masculin. Pour l'ensemble du quartier, la proportion atteint un niveau à peu près incroyable, les 95% en incorporant le personnel de service logé chez les maîtres. Ce résultat peut sembler anormal, comme le confirment les statistiques dressées pour l'ensemble de la ville, statistiques pour Bruxelles, qui confirment ce qu'on rencontre dans la plupart des grandes villes européennes à l'époque. Pour Bruxelles, les domestiques sont à 63% de sexe masculin, 95% du côté du Sablon. 63% si on prend en considération les seuls chefs de ménage. Mais au contraire, si on se réfère à l'ensemble de la population, là on atteint un résultat normal classique. On ne trouve plus que 33% d'hommes pour 67% de femmes. L'explication est simple, les camérières, servantes et autres demoiselles de magasin sont très rarement chefs de ménage. Je l'ai dit, une part non négligeable de domesticité loge chez ses maîtres et est donc comptabilisée dans le ménage de ceux-ci. Dans la section du Sablon, tel est le cas de 419 hommes, dont vraisemblablement quelques apprentis, 419 hommes, 21 femmes. Le déséquilibre demeure, y compris dans les grandes maisons, comme chez le duc d'Arambert, le comte de Cobenz, le marquis de Wemmel ou le comte de Maldegem, et ainsi de suite. Outre la rue aux Laines et le Sablon, les personnes d'une certaine condition se retrouvent également dans la rue des 7 étoiles et dans la rue des Minimes. Mais ici, au contraire des deux premières, c'est un autre monde, serais-je tenté de dire. C'est le petit monde des greffiers, secrétaires, officiaux et autres commis qui trouvent là largement une implantation dédaignée par la noblesse et les fonctionnaires de haut rang. En 1755, commerçants, artisans et les ouvriers qu'ils occupent forment un effectif de 513 chefs de ménage, soit 39% du total du quartier. La section offre une coloration particulière en regard du reflet offert par la ville entière. Elle s'illustre par une surreprésentation de certains secteurs et quelques accents particuliers. Le luxe concentre ici 63% du modeste effectif relevé pour l'ensemble de la ville. Le secteur de la coiffure rassemble perruquiers et friseurs, comme disent les textes de l'époque. L'ensemble des professions centrées sur l'habillement et l'entretien des vêtements, vous le voyez, est de loin le plus étoffé. Il réunit force tailleurs, couturières, brodeuses, lavandières et autres repasseuses. Les travailleurs du cuir comptent naturellement leur rang cordonnier et savetier, mais aussi des selliers. Loueurs de coches et de carrosses, cochers de louage, portent à une vingtaine les membres des professions du transport. Le secteur des soins de santé n'accueille que 5% de l'effectif total de ce groupe, mais l'éventail est complet, 3 médecins, 4 chirurgiens, 2 apothicaires, une sage-femme. Il n'y a pas d'autre quartier de Bruxelles où l'on trouve une telle concentration de personnel médical.
Les lieux de sociabilité, que sont les débits de boissons, répondent aux aspirations de tous, des plus simples cabarets aux tavernes servant du vin, sans oublier les producteurs, plusieurs brands de vigniers et un distillateur. Le secteur de l'alimentation est composé pour 30% de boulangers, d'un boucher et d'une vendeuse de viande, de plusieurs traiteurs et d'épiciers. Mais plus singulière toutefois est la présence de marchands de produits frais, maraîchères, vendeuses de légumes et de fruits, et même un vacher dont les animaux alimentent le quartier en lait frais. Enfin, un maréchal ferrant, un horloger, des serruriers, des fondeurs de cuivre et d'étain figurent parmi les serviteurs de Vulcain. L'industrie textile la plus importante de la ville est ici légèrement sous-représentée. 4 marchands de dentelles sont établis autour du Sablon. Ils écoulent sans doute la production des 73 dentelières recensées dans la section. Il faut également mentionner la présence de 9 merciers, dont on sait par ailleurs qu'ils débitent un peu toutes sortes de marchandises. Le secteur du bâtiment est moins étoffé. Quelques maçons, menuisiers, charpentiers, un tailleur de pierre, un vitrier, un peintre suffisent sans doute à répondre aux besoins courants d'entretien. La section comporte enfin 3 marchands de tabac et leurs ouvriers confectionnant le produit à priser. En ce qui concerne les gens de métier, une constatation intéressante me semble-t-il. Maîtres de métier d'une part, compagnons et ouvriers d'autre part, se retrouvent pratiquement dans toutes les rues du quartier. Mais, toutefois, les maîtres s'établissent rarement dans les mêmes artères que les compagnons. Là où les uns dominent, les autres sont généralement absents, ou presque. Les pauvres représentent un peu plus de 5% des chefs de ménage. Ils se concentrent dans la rue des 7 étoiles, suivis de près par la rue aux Laines et les 6 impasses. La rue aux Laines, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, la rue des riches abrite aussi un 5e de l'ensemble des pauvres. Assez logiquement, me semble-t-il, ces démunis choisissent de s'installer à proximité immédiate de leurs potentiels bienfaiteurs. Certains militaires sont hébergés en dehors des casernes. 21 d'entre eux, soit les 3/4 des militaires dénombrés qui n'ont pas rang d'officier, 21 d'entre eux ont choisi d'installer leur pénate dans la rue aux Laines. Ici aussi, leur présence paraît d'autant plus naturelle que les écuries des hussards sont établies au bout de la rue. Dans les rangs des gens d'église, le quartier accueille des religieuses, les Lorraines, et des réguliers, les minimes. Minime, une communauté de 27 personnes en 1755. Chez les Lorraines, religieuses et pensionnaires sont au nombre de 47. Seuls 5 prêtres séculiers résident dans la section du Sablon, donc globalement, la présence ecclésiastique est assez réduite dans ce quartier par rapport à d'autres quartiers de la ville. La mixité socio-professionnelle est donc bien attestée tant au niveau du quartier que de bon nombre de ses rues. Reste à déterminer maintenant si au sein de celle-ci, certains groupes sociaux dominent et se mêlent, ou si au contraire, ils se juxtaposent. La rue serait alors constituée d'une succession de tronçons socialement différenciés. Et la rue aux Laines répond largement à cette dernière définition. Elle témoigne d'une présence significative de tous les groupes sociaux, depuis la haute noblesse avec sa nombreuse domesticité, jusqu'aux pauvres et aux militaires, on vient de le voir. Dans cette rue aux Laines, au départ du Sablon, s'alignent de part et d'autre les hôtels, les grandes propriétés occupées par des personnages de haut rang. Toutefois, la succession de belles demeures est épisodiquement interrompue par la présence de quelques modestes logements ou autres habitations ouvrières. Et si l'on poursuit sa démarche dans la rue en direction des remparts, on découvre ensuite une population mêlée, faite de commerçants, d'artisans, d'ouvriers, de domestiques et de pauvres. Le Petit Sablon et la rue du Prince-Latour, le Petit Sablon, la rue du Prince-Latour et le Grand Sablon. Le Petit Sablon et la rue du Prince-Latour incarnent les premiers éléments d'une progressive transition. Celle-ci se développe sur un axe traversant le Grand Sablon et s'achevant
s'achevant rue de Rollebeek. Les hôtels de maître y sont encore nombreux, avec leurs lots domestiques et leur entremêlement de commerces et d'ateliers. Le Grand Sablon accueille, lui, plutôt des hauts fonctionnaires, des officiers, quelques nobles ou rentiers, et surtout leurs nombreux serviteurs. Mais ce n'est pas négligeable, la place est aussi partiellement occupée, à concurrence de 15%, par des commerçants et artisans. Et dans le prolongement, la rue de Rollebeek, dans ce prolongement, un chef de ménage sur deux révèle une ou l'autre de ses qualités, commerçant ou artisan. Et on voit que les personnes de condition sont nettement moins nombreuses. Perpendiculairement à cet axe se greffent plusieurs longues artères où la mixité se fait plus large et où le niveau socio-économique devient globalement plus bas. À ce dernier égard, le contraste est encore plus vif dans l'entrelac de ruelles et d'impasses qui les relient. Certes, l'un ou l'autre rentier persiste à y demeurer. Le commerce n'est pas absent. Toutefois, c'est la présence ouvrière qui domine, en partage parfois avec la pauvreté. En conclusion, la mixité socio-professionnelle du quartier ne se retrouve pas toujours au même degré dans chacune des rues qu'il compose. La relative juxtaposition des groupes sociaux, comme dans la rue Hollen, se combine cependant avec un autre schéma d'occupation de l'espace, fait d'un semis de rues plus typé. Quelques grandes artères délimitent un périmètre. Elles sont occupées majoritairement par des gens de condition, en partage parfois avec le commerce et l'artisanat, voire avec quelques ouvriers. À l'intérieur de cette zone, à mesure que la ville s'est développée, à mesure que la population croît, s'ouvrent des rues, des ruelles, des impasses où s'installent les couches les moins favorisées. C'est le cas du quartier du Sablon, c'est aussi celui d'autres beaux quartiers de Bruxelles, du côté du Fossé aux Loups ou du Béguinage notamment. Enfin, ce quartier du Sablon reflète le long de son axe principal, du Petit Sablon jusqu'à la rue de Rollebeek. Ce quartier reflète le long de son axe principal la transition progressive entre le haut et le bas de la ville. Sur le parcours de la rue Hollen à la rue de Rollebeek, la haute aristocratie, les grands commis de l'État, les gens de condition entourés de leur domesticité sont de moins en moins présents. La densité des commerces et de l'artisanat s'affirme. Autrement dit, la ville des élites nobiliaires et administratives s'estompe pour préparer le passage à la ville commerçante et industrieuse. Je vous remercie.